Bonjour le Terre. Donc, je vous salue le Terre. Donc, c'est la vidéo suivante concernant, donc, adressée aux War People du Canada, en préambule au projet d'investissement. Donc, le thème d'aujourd'hui, c'est investir au Cameroun par la diaspora camerounaise. Alors, je préviens, ceci est une vidéo, on fait pour donner son avis, partager et échanger avec les gens de la communauté. Si ça vous plaît, on est ensemble. Si ça ne vous plaît pas, appuyez sur stop et passez à autre chose. Vous connaissez la suite. Voilà. Donc, pour donc faire la suite de ce qu'on a commencé jusqu'à présent, permettez que je ajuste un peu cet écran vidéo. Oui, voilà, pour continuer dans le même thème, donc préambule à l'investissement. Hier, j'ai posté une vidéo d'introduction qui permettait de préparer un peu le débat sur notre avenir communautaire. Aujourd'hui, j'essaie de présenter un peu le contexte socio-culturel, sociopolitique, économique au Cameroun, pour vous donner une idée et répondre aux questions, en fait, aux remarques, donner un avis sur les remarques que la diaspora se fait de la situation économique et politique au Cameroun. Vous savez qu'il y a des gens qui font des déclarations et qui disent des choses qui fait que ça influence pas mal ceux qui sont ici sur leurs intentions de s'engager dans le développement du Cameroun, et il est important que nous puissions apporter un éclaircissement là-dessus. Ceci est donc ma position. En ce qui concerne, hier j'ai présenté le débat en vous parlant des questions principales qui avaient été posées par les gens de la diaspora. En particulier, ces questions étaient peut-être en 5 points. Et entre autres, ils demandaient, peut-on faire confiance aux Camerounais dans le contexte de business et travailler avec eux en toute confiance là, ou en toute sécurité. Ça, je ne veux pas répondre dans ce post-ci. Je vais l'adresser dans un autre post suivant parce que ça, c'est des questions importantes. Donc, il va être adressé un à un et chaque fois dans une vidéo bien particulière. L'autre question, c'est comment la diaspora peut-elle investir au Cameroun? Quelle est la bonne approche? Il y a aussi une autre question, quelles sont les relations avec... quelles relations en fait peut-on mettre en place avec le gouvernement et la politique qui est actuellement au Cameroun, et quels sont les types de projets viables? Et aussi comment déjouer la corruption, un peu dans cette ordre d'idée. Est-ce que c'est vraiment possible de déjouer la corruption? Ça, c'était les questions, les grosses questions auxquelles je me dois d'apporter un avis, une réponse, et je vais le faire dans les jours qui suivent, hein, toujours dans le cadre du préambule de préparation de notre projet. Et aujourd'hui, moi, je vais, avant ces questions-là, essayer d'établir un peu la vérité ou ma position sur la situation économique et politique au Cameroun. Ça fait plus d'un an maintenant que je voyage régulièrement au pays, après être resté longtemps distant de cela. Et donc, je suis pratiquement régulier au pays actuellement depuis 2015, dans laquelle j'ai commencé mes investigations, mon étude de marché économique, pour voir la viabilité vraiment des projets de développement au Cameroun. Je vous rappelle que j'avais sur le terre
posté une vidéo qui appelait les gens à réfléchir sur le retour au pays natal. Et beaucoup de péricas m'ont répondu, le père, avance-toi, nous te suivrons après. Bah, j'ai écouté leur demande, hein, parce que dans la relation qui nous lie, il n'y a pas que moi qui passe les commandes ou je propose des idées. Donc moi aussi j'ai la capacité d'écouter et de suivre vos conseils. Donc j'ai exécuté un peu ce qu'ils m'ont demandé. Je suis allé sur place, donc je suis allé voir. De toute façon, pour moi, c'était déjà quelque chose, une décision de cibler le pays comme mes futures zones d'investissement prioritaires. Donc je suis allé avec des points d'exigence déjà préparés à adresser sur le plan investissement. Donc, dans ce post-ci, je vais en fait donner mon avis sur les différents points de vue des gens de la diaspora et essayer d'ajuster un peu les points de vue par rapport à l'expérience et tout ce que j'ai vécu ou tiré de là-bas. Donc les gens, les choses, on va te voler au pays, les terrains où les prix des terrains sont montés et descendus. Tu vas confier ta construction de maison à qui? Je vais seulement aider ma MIFA, tout ça là. Ça c'est, en fait, pourquoi j'en parle? Parce que c'est l'état d'esprit dans lequel se trouvent la plupart des gens de la diaspora. Et moi, je voulais adresser ça parce que, en réalité, c'est, à mon avis, pas toujours la meilleure façon d'aborder le retour au pays natal. Je vais expliquer dans la suite un peu pourquoi je dis ça. Bref, on va parler ici de la situation réelle au Cameroun. Avant, j'ai posé les questions et les réponses ne me semblaient pas vraiment convaincantes. Moi, quand je n'étais pas encore allé au Cameroun, je demandais aux gars, c'est comment le pays, tout ça là. Et je me rendais compte que les réponses étaient vraiment variées et ne correspondaient à rien de vraiment significatif par rapport à ce que je pouvais aussi voir à travers les médias, à travers même les contradictions qu'il y avait aussi à travers les réponses selon le profil des gars à qui tu demandais ça. Parce que si tu poses la question à un vendeur de friperie, quelle est la situation, comment va le pays? Même sur un point de vue business, sur un point de vue familial, sur un point de vue socio-culturel, il va te donner une réponse qui indique en fait le statut du business de la friperie. C'est-à-dire que s'il est parti au pays pour vendre ses conteneurs et qu'il a eu du mal à retirer ses conteneurs du port, ça veut dire que le pays est gâté, le pays n'est pas bon. Si tu poses la question à quelqu'un qui est parti là-bas pour construire des maisons et les faire louer, alors s'il a pu achever et mettre un ou deux locataires dans la maison, il va dire que le pays est sucré. Oui, c'est ça les réponses que les gars vont te donner. Donc, s'il a eu des problèmes du genre, on l'a volé l'argent d'investissement sur la maison, ou les maçons ont volé les parpaings, ou la mairie est venue confisquer les matériaux parce qu'il n'a pas fait son permis dans les règles, ainsi de suite, il va dire que le pays est corrompu. Les vendeurs de voitures, pareil, ceux qui prennent des voitures ici pour aller au pays, essayer de faire leur marché, selon le résultat de leur expérience, ils vont te dire le pays est bon ou le pays n'est pas bon. Et puis il y a aussi ceux qui vont en vacances, que ce soit les étudiants, que ce soit les travailleurs qui vont occasionnellement ou en famille après 4-5 ans ou après 3 ans ou même chaque année. Ils vont te donner un avis qui n'a rien à voir avec une vraie situation économique. Parce que ces gens, ils vont, quand il s'agit pour des vacances, pour s'amuser, donc ils ne vont pas avoir un regard économique, ni un regard de critique économique ou d'évaluation ou d'études.
Il va te dire le pays est bon parce qu'il va manger du poisson braisé, il va manger des ignames, il va être content, il va rencontrer la famille et il va te dire les filles ils vont trouver les garçons toutes à leurs pieds. Alors, conclusion, le pays est sucré pour certains, pour ceux qui ont un déboire là-bas, parce que leur plan de vacances n'a pas bien marché. Ils vont dire vraiment le pays est foiré, les voleurs, la corruption, parce que d'autres vont en vacances, arriver là-bas, comme subitement ils ont envie de se construire parce que c'est la mode là-bas. Les autres ont dit tu n'as pas encore construit ta maison, et du coup on dit il y a un terrain par-ci, il y a un terrain par-là, et ils foncent dedans, ils se font escroquer, ils achètent des terrains qui ont été vendus peut-être 5 fois. Ou même c'est les cousins, les frères qui leur font des plans carrés là, et ils rentrent vraiment déçus. Mais en réalité, c'est pas sur ça qu'on peut évaluer la situation économique ou politique ou sociale du Cameroun. Donc il faut y aller avec d'autres perspectives. Donc, moi, je dirais que toutes ces infos-là que vous avez, qui viennent des gars qui sont partis sporadiquement faire quelque chose, même si c'est des hommes d'affaires, des transporteurs ou des étudiants ou même des Bayam Senam, tout ça là, c'est pas des situations permanentes. Ils vont vous donner uniquement l'heure du jour par rapport à leur activité personnelle, leur feeling personnel. Vous me direz que, bon, si vous rencontrez 5 personnes et qui vous donnent le même feeling d'être déçu, ça veut dire que, en gros, c'est pas bon. Je dirais oui, possiblement. Mais ça ne vous dit pas quelle est vraiment la situation économique, quel est le potentiel économique du Cameroun. Donc, mon approche est différente. Moi, j'ai dû alors aller sur place pour regarder et j'ai dit, de tous ceux-là qui vont au Cameroun pour faire quelque chose, il est important de savoir quel est le profil de cet investisseur. Donc, pour moi, les Bayam Senam n'ont pas un profil qui répond à mes interrogations. Ce sont des occasionnels, donc vous êtes obligé donc de vous replier à d'autres sources d'informations. La vraie question pour la diaspora et dans le contexte communautaire qui nous interpelle ici, c'est qu'il nous faut dresser ce qu'on appelle un profil de l'investisseur de la diaspora pour le marché du Cameroun. C'est quoi ce profil-là? Ce profil est caractérisé par 3 choses essentielles. Le type d'investissement, ça veut dire que quand on regarde, quand on veut savoir si quelqu'un nous apporte des informations intéressantes, il faut savoir est-ce que lui, il est dans une conjoncture qui se rapproche un peu de ce que nous, on souhaiterait faire. Donc, quel est le type de projet d'investissement qu'il veut faire et regarder si ces types de projets-là sont des projets donc viables ou risqués, rentables, ou si c'est des projets vraiment de développement. Parce qu'il y a des projets qui ne sont pas des projets de développement. Hein. Le fait d'acheter des choses et aller vendre là-bas au pays et puis récupérer son argent avec une plus-value, ce n'est pas un projet de développement. Ça peut être rentable, mais ce n'est pas un projet de développement. Ça peut être risqué, selon les conjonctures, selon que tu sais comment passer à la douane, ainsi de suite. Donc il faut en fait évaluer le profil de l'investisseur en fonction donc des paramètres stratégiques et des ambitions. Donc on parle du type d'investissement, du niveau des ambitions, s'il est bas, si c'est un petit investissement, si c'est moyen ou élevé, en fonction que ce soit des choses à niveau individuel. Moi, quand une seule personne va pour investir au pays et qu'il va investir 50 millions, on va dire que bon, c'est un petit investissement ça. Hein? Pour certains, ça peut être vu comme moyen, mais je vous dis, c'est un petit investissement. Donc,
Mais quand c'est quelque chose de communautaire et que c'est des gens sérieux, tu vas voir des projets qui vont aller à 100 millions de francs CFA ou même 1 million d'euros, probablement, s'ils ont su s'organiser. À ce moment-là, on dira le niveau des ambitions est différent. Le gars, il ne va pas faire le bail en service, ça va mettre un projet concret en place. À ce moment-là, les études économiques, maintenant, ça semble être tout autre chose. Donc, moi, quand je parle, je m'interroge sur la viabilité économique, c'est par rapport à des projets d'une certaine ambition. C'est pas pour aller dire je vais construire une maison ou acheter un terrain au Cameroun. Et puis il y a l'envergure du projet, comme on dit, le marché, est-ce que c'est un projet qui va cibler des marchés? Quelle est l'envergure de ce marché? Est-ce qu'il est local à une ville? Est-ce qu'il est national? Est-ce que ça vise la sous-région de la CEMAC, hein, ou toute l'Afrique? C'est un projet d'importation au niveau international. C'est ça. Donc l'envergure du projet, qu'est-ce que ça vise? Donc ça fait rentrer en compte beaucoup d'autres aspects. Ce n'est pas le truc que nos parents faisaient, il sort de la maison avec tout dans sa poche, il s'en va, il fait ses bis-bis, et puis il revient avec une plus-value, avec une perte, et le jour où il a la perte, vous sentez comme il est fâché à la maison. Quand ça marche bien, il revient avec le sourire. Ce temps-là est dépassé. Et nous, les enfants de ces parents-là, ou vous, les futurs promoteurs des nouvelles idées que nous allons mettre en place, devez tenir compte de tout ça. Donc, quand on parle d'étudier quel est le contexte, il faut considérer que nous parlons des investissements vraiment d'un certain type. Ça veut dire que généralement, c'est des investissements de développement viables avec une notion de rentabilité projetée sur plusieurs années. On ne va pas faire du bail en cédant. Qu'il y a un niveau d'ambition qui indique des investissements qu'on voit des milliards de francs CFA ou proche du milliard de francs CFA. Et puis, une certaine envergure de projet avec des gros marchés, avec des montants investis et des chiffres d'affaires qu'on peut réaliser sur le marché local ou le marché international, qu'on doit pouvoir indiquer, que le projet doit pouvoir indiquer, ou le plan d'affaires du projet doit pouvoir indiquer. Donc, tenant compte de ce profil que je considère que pour nous, c'est le profil d'investisseur classe triple A, oui, parce que nous aussi, on a le droit de faire nos classifications. Donc, considérons donc les projets de classe triple A, c'est-à-dire les gros projets, puisque si on se met à plusieurs, ce n'est pas pour aller faire des projets individuels. Les projets individuels, je ne dis pas que ce ne sont pas des bons projets, mais ça reste le problème de chacun. Mais si on se met ensemble, c'est pour pouvoir faire des choses d'une certaine envergure, des choses qu'on ne peut pas faire chacun pour soi de son côté. Parce que nous, on a besoin de ça. C'est pour ça qu'on parle de se mettre en communauté. On verra les bénéfices. Donc, dans ce contexte-là, on peut maintenant se poser les questions suivantes. Quelle est la situation économique du Cameroun par rapport à ces envies d'investissement, à ces projets d'investissement qu'on veut faire? On ne va pas étudier la situation économique d'un pays si derrière on n'a pas quelque chose à faire. Parce qu'en réalité, si tu veux étudier la situation économique d'un pays juste pour avoir des chiffres, va sur Internet. Tu vas voir qu'il y a des statistiques que tout le monde balance sur chaque pays, PIB, ceci, ainsi de suite, que ça ne veut rien dire. Mais quand tu as un projet, quand tu as une idée de l'envergure des projets que tu veux faire, quand tu as un niveau, quand tu connais le niveau de tes ambitions en termes de taille de projet ou d'investissement que tu veux faire, si c'est un projet communautaire, ça veut dire que vous avez mis, vous utilisez la force de l'union pour investir, et quand c'est un projet d'investissement qui est lié au développement,
et sur lesquels vous avez basé une rentabilité peut-être sur les 5 ans à venir, la vision est différente. L'approche d'étude du marché, de l'étude de la situation économique, de la viabilité de l'environnement se fait différemment. Donc c'est dans ce contexte maintenant là que je me propose de vous donner mon avis sur la situation économique au Cameroun. Donc, moi je dis sur le plan national, donc j'ai 3 points à peu près que je vais adresser: la situation économique, la situation politique et les influences au Cameroun par rapport à ces genres de profits d'investissement qu'on peut vouloir faire au Cameroun, et aussi voir l'aspect environnemental et social, et un peu parler de la concurrence. Quels sont les concurrents qu'il y a sur place? Quels sont les grands joueurs sur place, à part l'État et les hommes d'affaires locaux? Donc je dirais que sur le plan économique, la situation n'est pas très bonne. Parce que la structure économique du Cameroun actuellement est monopolisée par les multinationales étrangères. Oui, l'État a tout cédé aux multinationales. Je ne sais pas ce qu'ils ont eu en contrepartie. Apparemment rien du tout. Peut-être à cause de la corruption, certains ont pris des dessous de table pour céder ça comme ça. Mais d'après les journaux locaux, et ils se demandent encore comment ces sociétés-là qui avaient promis de verser des contreparties à l'État ne l'ont pas fait jusqu'à présent. On parle d'Eneo, on parle des autres trucs. Et ces multinationales n'investissent rien de concret au Cameroun, ils essaient seulement d'exploiter. Il y a les Bolloré, les Eneo. L'État, en fait, la répartition de notre économie, c'est 65% appartiennent maintenant aux entreprises multinationales étrangères, dans lesquelles l'État n'a rien à dire. 20% sont encore sous la main de l'État, mais ça ne correspond à rien. 20% dans les différentes multinationales qu'il a cédé à tous ces étrangers, d'après son mot à dire là-dedans, et 15% seulement pour les entreprises privées camerounaises, pour les locaux. Ça, c'est très très peu. Et je trouve alors que vraiment, actuellement, notre économie est livrée, donnée gratos aux étrangers. Oui, nous on est ici là, on n'a accès à rien du tout là, en tant que communauté minoritaire, visible, mais là, de l'autre côté, rien du tout aussi, et c'est les multinationales étrangères qui ont... Donc, ça c'est sur le plan global, la situation économique. Donc, en termes alors de richesse et pauvreté, la pauvreté est vraiment visible partout. Quand tu te promènes dans les rues, les principales villes, la capitale même, ça c'est mon avis. Tu sens la pauvreté, tu vois, il y a les casses partout. Le Camerounais courant ne sait plus comment gagner sa vie facilement. Les privilégiés sont ceux qui ont quelques postes chez le gouvernement. Donc les revenus sont devenus rares. Et ceux qui ont leur emploi, apparemment même, ne sont pas très à l'aise puisqu'ils sont obligés d'inventer des techniques de corruption pour bloquer les dossiers et vivre sur les bacs chiches obligatoires. Sinon, ton dossier coince dans les maillons administratifs, là, dans les filières administratives. Donc, il y a aussi la saleté, la négligence. D'accord? Les villes sont vraiment sales, les routes ne sont pas entretenues. Alors on se pose la question, est-ce que c'est parce qu'il manque des fonds? Pourtant, les impôts n'arrêtent pas de courir derrière les gens pour collecter les fonds. Mais
Est-ce que la réutilisation, c'est l'organisation? Ça, c'est encore à voir. Mais toujours est-il que c'était pas vraiment ça un peu qui a l'impact sur les autres, sur les secteurs d'investissement qui me concernaient. Donc, c'est une constatation. Donc, on constate qu'il y a un manque de moyens qui est vraiment criard. Alors, l'État n'investit pas assez. Vous savez, un pays pour se développer, il faut qu'il y ait des moyens structurels pour encadrer ce développement. Il n'y a pas de route, ou de temps en temps, ils attendent des années pour réparer les routes. Entre-temps, les voitures se cassent sur les routes. On constate qu'il n'y a pas assez d'investissement au niveau de l'État. Est-ce que c'est parce qu'il manque d'argent, ou c'est parce que c'est mal géré, ou parce que les fonds, ils ne savent pas comment le déployer? Même au niveau du privé, pas d'investissement. Les gens font que exploiter les secteurs qu'ils ont pu s'approprier. Donc finalement, ceux qui ont l'occasion vraiment de s'en sortir, c'est les multinationales qui sont installées sur place. Des grosses entreprises comme les brasseries, vous savez que dans la misère, là, c'est... Et ceux qui ont le capital. Oui, le capital est très très cher. Donc, vous savez, les emprunts, il faut compter dans les taux d'intérêt de 17 à 25%, facile. Hein. Ça, c'est quand on te donne l'emprunt. Et pour ça, il faut que tu déposes tous tes titres fonciers là-bas. Parce que les conditions, même pour emprunter, sont, je dirais, décourageantes. Donc, il n'y a pas d'accompagnement pour le développement. Donc, vraiment, très très difficile. Mais, justement, c'est quand il y a une telle difficulté, de telles crises que certains réussissent effectivement à se développer. Et ce qu'on constate, ceux qui ont le capital, ceux qui ont le pouvoir ou ceux qui, par corruption, peuvent mettre la main sur un certain capital, effectivement, se développent personnellement au détriment. C'est un développement personnel qui ne donne, qui ne permet pas au pays de progresser parce que c'est, comme dans la mentalité des Camerounais, tout est organisé pour ne voir que les aspects individuels. C'est-à-dire que même ceux qui auront le pouvoir de développer des infrastructures au bénéfice de tout le monde ne le feront jamais. Ils vont préférer utiliser cet argent-là, même si ce n'est pas leur argent, pour eux-mêmes. Donc, et c'est ça aussi l'état d'esprit des Camerounais, les dirigeants camerounais sont quelque part jugés d'égoïstes. Parce que tout ce qu'ils peuvent mettre la main dessus, ils le prennent pour eux. C'est comme ça que les gens voient les choses. Mais ce n'est pas limité aux dirigeants. Hein. Même les individus sont devenus égoïstes. Parce que la corruption est à tous les niveaux. À tous les niveaux. Donc une corruption qui bousille vraiment toutes les possibilités de développement. La vraie question, en sont-ils conscients? Moi je dirais, ils s'en foutent. Il y a eu quelque chose quand même qui s'est passé au Cameroun. Peut-être à la demande de ces multinationales et de ces compagnies étrangères toujours intéressées par l'exploitation de nos richesses, il s'avère qu'il y a des programmes d'incitation à l'investissement au Cameroun. Mais ces programmes d'incitation à l'investissement ne sont accessibles en priorité que par les entreprises étrangères. Parce que nos gouverneurs, nos dirigeants ont peur d'eux ou parce que aussi eux, ils savent comment faire jouer leurs droits. Mais les entreprises locales sont découragées, pour ceux qui sont au courant de ça, parce que quand leur dossier ne marche pas, et la plupart ne sont pas informés. Il y a trop de corruption sur
le chemin qui amène vraiment à l'agrément. Et donc, vous voyez que dans un pays corrompu comme ça, là, c'est ceux qui sont connectés au pouvoir ou ceux qui sont qui ont la protection des puissances extérieures qui peuvent bénéficier de ça. Quand vous allez au port de Douala actuellement, les entreprises étrangères n'ont pas de problème. Quand leur conteneur arrive, on les sort immédiatement et ils viennent régler les formalités plus tard. Mais quand vous êtes entreprise nationale, c'est là où nos gens s'arriment sur vous, ils vous rendent la vie dure. Ce que je considère que c'est une concurrence déloyale. Ça veut dire que nos propres entreprises sont mises en concurrence, je veux dire, injuste, désavantagée par rapport aux autres entreprises. Il y a d'autres formes aussi, à part les agréments donc, qui sont plus accessibles que par ces entreprises étrangères. Hein. Et il y a beaucoup de choses qui sont permises par ces agréments, beaucoup d'avantages dedans. Ça veut dire même de ne pas payer les impôts pendant quelques années, réduction des taxes sur le carburant, exonération à l'importation, ainsi de suite. Nos entreprises locales qui devaient trouver des faveurs dedans pour se déployer, lorsqu'elles soumettent, elles voient leur dossier bloqué dans les rouages administratifs à cause de la corruption. Les gens, ils attendent que vous les versez. Les dossiers des entreprises multinationales passent comme du beurre, facilement. Vous voyez une injustice qui montre aussi que nos gouvernants sont que des pantoches qui ont peur d'avoir des problèmes avec les pays de l'Occident, parce que eux, ils peuvent les déstabiliser, mais qui s'acharnent sur leurs compatriotes, parce que c'est là qu'ils mangent. C'est ça la structure économique. Moi, je ne veux pas essayer de vous expliquer ça autrement. Qui comprend, comprend. Donc, connaissant cela, on sait que même pour les routes, tout ça là, le problème de l'agriculture au pays, aujourd'hui, c'est comment faire circuler la nourriture dans le pays. Il n'y a pas de route. Dans certaines régions sont isolées. Pourquoi? Parce que les choix et les priorités qui ont guidé les constructions de routes ont été beaucoup influencés par les politiques, par les régions ou les gens qui ont le pouvoir et qui veulent que ça se passe toujours dans leur coin, qu'on fasse contourner la route pour passer dans leur village, ainsi de suite. Tout ça, c'est la corruption. Vous savez aussi que le Cameroun a passé plus de 10 ans ou près de 10 ans, je ne sais pas si c'est plus ou... mais au moins 10 ans là, sans recevoir des prêts de la Banque mondiale. Donc ils espéraient qu'ils allaient pouvoir faire des choses hein, sans utiliser la Banque mondiale. Mais finalement, ils ont compris que c'est pas évident. Et quelque part, ils se sont réajustés. Je ne sais pas ce qu'ils ont donné comme engagement à la Banque mondiale, au FMI, tout ça là. Toujours est-il que depuis quelques années, maintenant, on donne des prêts Banque mondiale au Cameroun. Mais encore là, on ne voit pas vraiment la bonne utilisation de cela. C'est utilisé n'importe comment. La corruption vient encore bousiller les impacts de ça. Il y a des grands projets structurels, Lompangar ou des trucs de réserve d'eau, tout ça là. Je trouve que ça fait longtemps qu'on est dessus. Ça tarde à sortir. On dépense
l'argent là-dessus. Il y a des projets agricoles qui sont censés être financés, mais on ne sait pas quels sont les gens qui en bénéficient. Hein. Toujours que quand vous partez demander d'en avoir droit, je pense que ça tourne en rond, ou ainsi de suite. Les dossiers sont plus ou moins compliqués. Mais tous ces problèmes de financement, tous ces projets qu'on dit structurants qui devaient être gérés par cet argent qu'on va prêter, hein, comment on fait pour y avoir accès? Est-ce que nous avons vraiment besoin d'y avoir accès? Est-ce que si vous évitez ça parce que vous avez vos moyens, vous pouvez faire quelque chose? Ça, c'est des choses à considérer. Toujours est-il que vous devez savoir que parce que maintenant, on fait des prêts au Cameroun, le FMI a dû lui mettre des contraintes à nos dirigeants. Par exemple, le pétrole, le coût du carburant au Cameroun est très élevé. Très élevé. Pourquoi? Ça, c'est nul doute les recommandations et l'obligation du FMI. Les ententes que nos dirigeants ont pris avec les bailleurs de fonds. Et là-dessus, pour un pays qui produit du pétrole, payer le pétrole plus cher que chez les pays qui nous importent de chez nous, c'est vraiment risible. Ça veut dire que c'est le peuple aujourd'hui qui a dû rembourser l'argent de tous ces prêts-là, dont on ne voit même pas où ça part. Parce que c'est mal réparti dans le pays. Oui, c'est une réalité. Maintenant, à quel niveau se fait la corruption de tout cela? Puisqu'on voit que le ministère de l'Agriculture, 3 milliards ou 5 milliards par-ci, moi je vous parle, souvent c'est des milliards US, hein, c'est pas CFA là. Mais quand tu cherches où c'est, comment c'est distribué, tu vois que vraiment c'est que la corruption. Il y a les gens qui sont vraiment au pouvoir le distribuent mal ou ils ne sont pas capables de contrôler. D'accord? Et ça fait vraiment des ordres. Donc, l'état économique, la situation économique au Cameroun, on peut dire que, de ce que j'ai vu, c'est une situation qui est devenue tellement difficile pour le gouvernement lui-même que ce gouvernement-là laisse faire des choses. Il se dit maintenant, débrouillez-vous. Est-ce une bonne nouvelle ou une mauvaise nouvelle? Ça veut dire que quoi? Quand on voit la façon dont le gouvernement agit au Cameroun, ils ont des programmes d'investissement eux-mêmes qui sont liés à des prêts qu'ils ont pris à la Banque mondiale. Ils ont les revenus du pétrole. Mais sur le terrain concret, quand tu entends le président donner des indications en parlant de l'agriculture, que c'est la clé. Chaque fois qu'il vient faire son discours, l'agriculture, 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 il envoie les jeunes aller faire l'agriculture. Tu regardes derrière, tu ne vois aucun suivi au niveau des structurations pour accompagner cette agriculture-là. On se pose encore la question, qu'est-ce qui n'a pas marché? Où se trouve la faille? Est-ce que c'est au niveau des ministères? Est-ce que c'est les fonds qui ont déjà été complètement mangés par les gens qui gèrent ça? Est-ce que c'est sincère, ces histoires d'agrément, puisque finalement, quand tu vas demander l'agrément, ton dossier calme, quelqu'un d'autre, parce qu'il est lié au ministre ou quoi cela, en 3 semaines, son agrément sort, mais pour des pécadiques, pour des projets qui ne sont pas toujours obligatoirement plus intéressants, alors que les projets qui sont présentés comme une nécessité pour le pays, on n'arrive pas à sortir les agréments pour ça. Donc, la réalité de notre pays est telle que il y a un grand désordre, un manque
de responsabilité au niveau de ceux qui sont en charge des grands dossiers. Parce que soit eux, ils n'arrivent pas à contrôler leurs subalternes sur ce qu'ils font, et d'ailleurs, peut-être parce que la conjoncture les a dépassés, ils laissent, et c'est déjà entendu au Cameroun que c'est sciemment, la corruption se faire. Quand quelqu'un bloque ton dossier, tu viens, tu réclames, tant que tu ne fais pas ce qu'il te demande, ton dossier ne sort pas, il n'est pas dérangé en quoi que ce soit. Donc, c'est entendu que le problème au Cameroun, c'est cette corruption-là. Et pour faire activité au Cameroun, il faut éviter d'être dépendant de tout ce qu'eux, ils proposent comme solution d'aide. Parce que c'est des pièges, tout simplement. À part ça, celui qui a la possibilité, le capital, pour faire ses affaires sans rien demander à ces dirigeants-là, je peux vous assurer que ces dirigeants-là, ils n'ont aucun problème avec vous. T'es Camerounais, tu viens faire les affaires au Cameroun, aucun problème. Je n'ai pas personnellement vu chez les dirigeants camerounais des actions pour stopper quelqu'un qui veut investir, qui veut faire quelque chose dans le développement. Mais si ton dossier rentre dans le circuit administratif parce qu'il a besoin de quelque chose, il faut alors que tu vas avoir à subir les contraintes de la corruption administrative du Cameroun. Parce que tous ceux qui sont sur le passage de ton dossier vont vouloir manger. Donc, c'est une contrainte à savoir. Et il faut savoir vite avant qu'ils te perdent de temps dans le dossier pour débroussailler le passage de ton dossier. Sur un point de vue politique et influence multinationale, je dirais qu'ils ont tout donné aux multinationales, comme je vous ai dit. Les Bololais ont pris tout ce qui est transport, contrôle des ports, même sur les Kribi, c'est toujours Bolloré. Et les Camerounais sont là, ils regardent. Oui, ils regardent et ils ne font rien. Est-ce que c'est parce que les Camerounais sont pauvres? Non, il y a des Camerounais qui sont très riches. Mais ces Camerounais qui sont très riches là, ils sont des gens qui sont très individualistes. Très individualistes et ils manquent beaucoup d'idées. Ils sont de l'ancienne génération. Oui, ils sont de l'ancienne génération. C'est des gens qui ont fait leur temps, qui ont prouvé qu'ils pouvaient faire beaucoup d'argent. Ils savent encore faire l'argent mieux que tout le monde là-bas au Cameroun. Mais c'est des individualistes. Ils n'aiment pas vraiment leur pays. Ils s'aiment eux-mêmes là. Mais pas leur pays. C'est-à-dire quoi? Ça veut dire que c'est des gens qui, malgré tout le capital qu'ils ont, ne vont jamais, et tout le pouvoir réel qu'ils ont, parce qu'ils font partie des comités centrales. Tous ces gens-là, tu ne peux pas bouger comme ils bougent au pays, là, à faire leurs affaires de manière sans ennui si tu n'es pas connecté au pouvoir. Donc ces gens-là, qui sont les plus riches, là, sont des individualistes qui n'ont rien à faire avec le développement du Cameroun. Soit parce qu'ils ne savent pas comment faire le développement, soit parce qu'ils veulent continuer à multiplier leur richesse personnelle et ce n'est que ça qui les intéresse. Donc, ils vont continuer à importer des choses, faire beaucoup d'argent. Donc, vous voyez qu'ils ne vont jamais investir. Le développement de notre industrie, il est encore à zéro. Là. Si vous attendez que les expatriés viennent
investir massivement au Cameroun, vous perdez votre temps. C'est à vous les Camerounais d'investir et de développer votre industrie. Donc, ceux qui ont le capital ne viendront pas le faire. Par contre, les banques françaises, européennes, sont tous là parce qu'ils ont entendu que le taux est à 25%, 17%, tout ça là. Et ils viennent se faire l'argent et ils repartent d'ailleurs. C'est ça la situation. Ça, c'est encouragé par l'État. Hein. C'est encouragé par l'État. Ou, je ne sais pas si c'est quoi, peut-être que j'abuse en disant que c'est encouragé, mais je veux dire qu'il laisse faire. Tant que ça l'est. En réalité, l'État camerounais ne dérange personne. Fais ton affaire. Tu prends ta part si tu es capable de faire. Ça veut dire que si tu as l'argent. Mais si je passe dans leur couloir administratif, il faut que tu saches comment on arrose. Situation politique, donc, zéro investissement de développement fait par les Camerounais eux-mêmes. Donc, il ne reste plus que la diaspora. Puisque le gouvernement lui-même, il est encore dans des gros projets comme l'Ompanga, les routes, qui ne sortent même pas encore du chantier. Ça leur prend toute leur énergie. Et comme ces gars-là n'ont confiance en personne, ils veulent tout faire eux-mêmes. Oui, c'est ça la réalité. Ils veulent tout faire eux-mêmes. Et ça va très lentement. Oui. Alors, en dernière partie, on va parler de quoi? L'aspect socio, l'environnement socio-économique. Vous savez que le Cameroun, pendant un certain temps, il a distribué les terres à ces multinationales étrangères, à certains pays aussi, comme la Corée, les Chinois, on leur donne des terres. À un moment donné, ça crée tellement de désordre. Parce que, par exemple, à la Corée, on a donné 217 000 hectares, soit disant pour rechercher l'or, tout ça là, mais on n'a même pas encore le retour, on ne sait pas ce qu'ils font là-dedans. Là. Et les villageois qui habitent là-bas, ils ne sont pas contents. Eux-mêmes, ils ont appris qu'on vient chercher l'or chez eux. Eux, ils sont tout le temps dans le secteur en train d'essayer de chercher l'or, et les autres sont en train de se fâcher qu'ils ont signé un contrat avec l'État, patati patata. Le dossier qu'ils ont signé là, il est secret là, personne ne sait qu'est-ce qu'on a signé vraiment avec eux. En fait, l'homme de la rue comme nous, on ne sait pas. Donc, moi-même quand je suis allé voir au ministère pour chercher comment acquérir des espaces pour le développement, ce qu'on m'a expliqué maintenant, c'est que bon, le gouvernement, devant tous ces conflits environnementaux là, d'ailleurs, parce que la Banque mondiale lui-même, quand tu viens avec un projet chez eux, ils te demandent de prouver que tu n'es pas en train d'abuser des autochtones, que tu as respecté les processus d'installation, que tu partages bien les richesses avec les gens qui étaient sur place, ainsi de suite. Donc, quand tu vas voir le gouvernement aujourd'hui, tu lui dis, bon, j'ai un projet de ceci, cela, ils te disent, va d'abord, que nous, on n'attribue plus les concessions comme ça, là, qu'en réalité, c'est fini ça parce que le gouvernement a eu trop de problèmes. Même déjà, des agences gouvernementales qui veulent faire passer leur truc dans les secteurs, chaque fois qu'ils font, vous savez que Camtel a fait tout, a créé tout le réseau pour connecter toutes les provinces, toutes les régions du Cameroun, par la fibre optique, tout ça là. Ça fait que ils ont signé aussi des agréments pour que d'autres sociétés comme Nextel, tout ça là, puissent aussi passer leur fibre optique. Ça a fait des problèmes avec les villageois qui disent que mais quels sont ces gars qui passent ici dans nos villages là et on ne voit rien, même pas 5 francs tomber. C'est pas que cette terre-là a été occupée pour quoi que ce soit là, mais bon, il y a des leaders qui viennent dire aux villageois, hey, vous voyez les gens qui passent comme ça là, et demandez quelque chose, hein. Alors que, et donc les villageois sortent là maintenant, ils commencent à gueuler, tout ça là. Et je vous parle de la Corée, 217 000 hectares qu'on leur a donné. Il y a les Chinois qu'on leur donne des terres pour cultiver soit le riz ou quoi ceci, en échange, parce que les Chinois, ils sont très malins ceux-là.
Ils disent, ok, nous on vous fait des projets, vous ne donnez rien, et puis en échange, on va prendre telle chose, on va sortir le bois ici, on va faire ceci, ceci, cela. Donc, vous voyez, c'est vraiment le troc, comme dans le... Même avant le temps qu'on est, on ne faisait pas comme ça. Hein. Non, moi, à mon avis, là, nos gars au pays, là, même s'ils ne veulent pas l'accepter, là, ils sont dépassés. Peut-être qu'ils font de leur mieux, mais ils sont dépassés. Je crois qu'à un moment donné, là, ils devraient aussi quand même commencer à dire, pardon les gars de la diaspora qui peuvent venir aider là, revenez proposer des choses. Mais c'est clair qu'ils n'ont rien à vous proposer que pour vous payer, parce que les fonctionnaires, en réalité, le salaire, ça c'est des choses qu'il faut construire. Ils n'ont jamais construit une structure salariale pérenne et tout ça là. Donc, comme les gars, des grands directeurs qui sont mal payés là, ils mettent en place leur propre système de corruption pour pouvoir se rattraper. Aujourd'hui, les grands directeurs, c'est les plus riches du Cameroun. Leur salaire ne valent rien, mais si tu vois qu'est-ce qu'ils peuvent déployer. Et quand ils volent beaucoup d'argent, le problème c'est que bon, ils sont peut-être obligés souvent de le faire sortir du pays. Donc souvent ça n'aide pas. La corruption là c'est une mauvaise chose. Hein. Ça n'aide pas au développement. Parce que quelqu'un qui vole l'argent, pour le qu'on l'attrape pas, il fait quoi? Il envoie ça à l'étranger, non? Et quand il envoie ça à l'étranger, ça répénalise notre situation économique. Ouais, on est arrivé à ça. Donc, moi je dis, sur un point de vue socio-économique, environnemental, point de vue environnemental, il faut aussi tenir compte. L'État dit, si tu veux faire quelque chose, va négocier avec les autochtones, prends un deal avec eux et reviens le voir, il sera ouvert. Pour vous dire que investir au Cameroun aujourd'hui, l'État camerounais, d'après son discours, ne demande que ça. Mais il a même des programmes d'agrément, d'incitation aux investissements où il promet des choses. Mais comme ces agréments sont gérés par d'autres Camerounais, vous savez que c'est un parcours du combattant. Tu as ta personne, ça c'est sûr, un jour, tu n'as pas ta personne, tu vas passer par le parcours du combattant, avec ce que ça peut donner, perte de temps, ainsi de suite. Bref. C'est ça la situation au Cameroun. Donc, pour répondre, donc, est-ce que le Cameroun est ouvert? Est-ce qu'on a un problème avec le gouvernement pour investir au Cameroun? Je dis non. Les gars au pays sont ouverts à ce que les gens viennent investir dans leur pays. Ils sont sincères là-dessus. Moi, j'ai bien testé ça. Ils sont sincères. Mais ils ne maîtrisent rien eux-mêmes. Ça veut dire que si tu vas pour investir là-bas et que tu t'attends à utiliser l'infrastructure, tu t'attends à ce qu'il y ait une infrastructure comme on voit ici en Europe, en Occident, le domaine agricole est organisé, le domaine minier est organisé, tout ça là, tu ne verras rien. Et si ton dossier, tu n'as pas assez de moyens, tu veux utiliser les infrastructures là, tu vas te contenter de ce que tu trouves. Si ton dossier doit passer dans les rouages administratifs, il faut que tu mettes les moyens pour que les gens là, ne te perdent pas le temps. Parce que c'est là où se trouve la corruption et les problèmes. Donc, côté volonté, il n'y a aucun problème. Alors, au vu de ça, moi je dirais, si tu veux investir au Cameroun, il faut avoir les moyens de ton projet et ne pas dépendre du Cameroun. Tu dois avoir les moyens de ta politique et être très rigoureux quand tu t'approches des rouages administratifs. Sinon, ça peut jouer en ta défaveur. Maintenant, aux autres remarques, on t'attend pour te voler, ainsi de suite. Oui, si tu parles au Cameroun, tu confies des choses à la famille, tout ça. Ça, c'est des projets encore individuels. Tous les gens qui sont dans la rue, là, chaque matin, quand ils se lèvent, ils se demandent comment ils vont manger. C'est ça qui conjugue tous les jours. On va faire comment pour manger? Ma part dedans, c'est quoi? Ainsi de suite. Du plus petit plancton jusqu'au directeur, même au grand directeur, même à la présidence de la République. Le verbe là, la phrase clé là, ma part dedans, c'est quoi?
ils peuvent me contredire là-dessus. Oui, c'est ça le truc de la corruption. Le jour où on va enlever ça là, on va être un pays qui va monter comme ça, là, comme une flèche. Oui. Donc, en réalité, nos gars au pays n'ont rien contre les gens de la diaspora. Rien du tout. D'ailleurs, ils attendent que les gens de la diaspora viennent faire. Ils ont même mis en place des trucs pour encourager les gens de la diaspora pour qu'ils viennent investir. Parce qu'eux-mêmes, à un moment donné, ça les dépasse. Oui, oui, oui. Ça les dépasse. Ils voient comment il y a la misère partout. Ils savent aussi qu'ailleurs, l'argent qui revient d'ailleurs aide un peu. Hein? Surtout que s'ils ont mangé tout ce que la banque, ils ont pris comme prêt à la banque ou qu'ils sortent du pétrole, ils vont faire comment? Puisque même ceux qui sont au pouvoir, là, à un moment donné, là, ils voient que leurs propres frères de village n'ont pas d'emploi. Ils n'ont pas de moyen de mettre tout le monde dans un emploi à la fonction publique. Hein. Donc, si ça se développe, c'est ça l'intérêt de tout le monde. Donc, les gens qui vous disent que non, ils ne veulent pas que... Non, non. Ce n'est pas ça le vrai affaire. Si maintenant tu vas au pays pour dire que tu veux aussi l'emploi parce que tu rentres, tu es compétent, tu veux l'emploi là, moi je dis que ça c'est un autre débat. Hein. C'est plus la même affaire. Parce qu'au pays, si tu y vas, venant d'ici là, hein, en tant qu'homme de la diaspora, va pour créer l'entreprise et créer les emplois. Et si c'est ça que tu vas faire, profite pour voir de quelle manière tu peux bénéficier des incitations à l'investissement. C'est ça l'approche. Pour ce qui concerne maintenant les habitudes des gens de la diaspora et la façon, quand tu arrives au Cameroun, alors ça c'est maintenant un autre niveau économique. La plupart des gens au pays ne voient le développement qu'à travers la construction des maisons et faire louer. Moi je vous préviens là que c'est quelque chose sur lequel on m'a accueilli. Quand est-ce que tu construis ta maison? Où est-ce que tu construis ta maison? Tu as acheté combien de terrains? Ça, c'est un débat qu'on va adresser peut-être dans un autre truc, mais je vous dis déjà ici que je trouve vraiment absurde que dans un pays où vraiment il y a aujourd'hui tellement de maisons inhabitées, parce que les gens ont construit des appartements qui louent à 1 million de francs CFA, de petits appartements, hein. 2 millions, voire 2 millions là dans le quartier à côté de Bastos ou au golf, tout ça là. Une petite chamboule, 3 pièces, ou 2 chambres, un salon, tout ça là. 1 million. Facile, hein? Ils disent meublé, tout ça. Donc ils attendent les vacanciers. Bon. Écoute, tu peux faire 1 million. Tu peux mettre 1 million, tu pars pour un mois ou tout ça là. Et puis tu repars. Mais même maintenant là, c'est devenu que même si tu veux prendre en continu là, c'est toujours le même prix. Finalement, toutes les maisons qu'ils ont construites, les appartements à Bastos, ça sont vides. Ah oui! Il y a trop d'offres et les gars ne peuvent pas payer les prix qu'ils demandent. Tu vas chercher un terrain là-bas, 400 000 le mètre carré. Même à Paris, tu n'as pas ces tarifs. C'est devenu la spéculation abusive. Donc, moi, je ne me casse pas la tête. Les gens me disent, alors, tu as construit, tu as fait ça. Je dis que, mais, je viens avec mon argent ici, ce n'est pas pour aller l'enterrer dans un terrain parce que traditionnellement, il faut que je prouve que je suis quelqu'un parce que j'ai construit une maison. Non, je n'ai pas besoin. Mon argent doit me rapporter de l'argent avec le taux d'intérêt, avec un rendement 10% minimum. Pourquoi est-ce que dans l'immobilier, je ne peux pas avoir ça? Je vais dans l'immobilier, il faut que j'attende 10 ans pour voir que les choses ont progressé. Non, ça ne m'intéresse pas. Ça, c'est une façon de voir l'économie. Hein. Il y a d'autres qui pensent que aller investir au pays, c'est construire et puis le mettre en location. Ça, c'est dépassé. Hein. Ne perdez plus votre temps à faire des choses comme ça. Les seuls endroits où tu peux un peu louer, là, c'est dans les bordures universitaires, là, où on met des petites maisons à 30 000 pour les étudiants. Là. Et d'ailleurs, même, finalement, même, il faut des gros investissements et même une bonne gestion pour que ce soit vraiment rentable. Hein. Donc,
que les gens pensent que aller au pays investir, c'est aller construire sa maison là. Pardon, vous les gars de la diaspora là, quittez un peu ce plan là. C'est dépassé ça. C'est dépassé. Il y a tellement de maisons que les gens... Moi, je suis allé dans la concession de mes parents au village. Dans notre concession au village. Il y a au moins 10 cases qu'on a construites. Une pour chaque femme. Une pour la maison principale, la maison de la réunion, tout ça là. On me dit encore, quand est-ce que tu construis ta case? Je veux dire, allez chier. Je ne veux construire, je ne veux rien construire. Ce que vous avez construit déjà là, ou ce que vous avez mis ici là, malgré les conseils qu'on vous donne, pour ne pas construire en désordre, vous occupez les terrains, les espaces avec des cases qui ne servent à rien, la pluie a détruit ça partout, tout simplement parce que les choses de construire attendent que vous venez lui donner la demande de parcelles pour construire. Ça, c'est leur technique économique pour survivre au jour le jour. Mais quelqu'un qui d'ici, qui comprend les rouages économiques, est-ce que tu es obligé d'accepter ce qu'on dit chez nous? Parce que ça, c'est le mauvais côté de la tradition, ça, qu'il faut adresser. Et en plus, quand on construisait, il faut maintenant construire à hauteur. Il n'y a plus de place dans les villages pour construire les cases un peu partout et puis polluer l'espace de la concession familiale parce qu'il faut montrer qu'on a réussi. Non, ça c'était des faux plans d'antan. Donc, moi je vous parle de ça aujourd'hui pour vous dire que même si dans votre famille, là, on vous demande de venir investir dans votre village, refusez. Vous êtes Camerounais, vous devez investir dans le Cameroun en général. Vous ne décidez pas aller mettre une case au village alors que vous y passez un jour par... Alors, les gens qui ont investi, vous savez pourquoi ils vont tout le temps pour faire les deuils le week-end? Moi, je les ai regardés faire. Au début, les gens disent oui, il faut qu'on aille au deuil. Chaque semaine, vendredi soir, là, ils sont tous sur la route pour aller faire les funérailles ou le deuil. Je dis que c'est tous les vendredis et vous revenez samedi ou dimanche. Ils disent oui. Je dis que mais moi, ne comptez pas sur moi. Il dit ah non, c'est la solidarité, il faut qu'on aille faire ça parce que à ton tour, je dis pardon, à mon tour là, ne venez pas m'assister. Quand je suis mort, je suis mort. Je n'ai pas besoin que vous veniez m'assister. Si c'est que je dois venir tout le temps, toutes les semaines, pour faire les deuils à gauche, à droite, pour que vous puissiez aussi être présent le jour du mien, pardon, ne venez pas à mon enterrement. Mais quand j'ai bien regardé, le Camerounais, c'est vraiment un gros truqueur. Quand j'ai bien regardé, en réalité, les gens ne vont pas parce qu'ils ont la compassion pour l'assistance. Hein. La vraie vérité, c'est que comme ils sont allés mettre les maisons, les cases au village, il faut qu'ils aillent allumer le feu. Ce n'est que pour ça. Hein. Il y a d'autres qui vont au village, ils passent même pas au deuil. Tellement ils ont des contraintes. Ils ont investi inutilement. Des gens qui vont construire dans le village et ils savent habiter en ville. Aucune notion économique. Il faut qu'on commence à penser un peu avec une certaine rationalité. Il faut qu'on ajuste notre culture, notre tradition à ce qu'il y a de bon pour nous. Hein? Je vais arrêter là. C'était pour vous parler de l'aspect investir au Cameroun. Est-ce que c'est viable? Oui, moi je vous dis, vu d'un point de vue ambitieux, là, aujourd'hui, c'est investir en Afrique qui apportera de meilleurs résultats. Pas ici, en Beng. En Beng, là, le taux ne dépasse pas 4%. 4%, c'est le meilleur même. Là-bas, chez nous, c'est 25-30% de rentabilité d'entreprise. Et tu peux assurer 10% à tous les investissements qu'on fait direct sur les comptes d'entreprise. Oui, oui, oui. Ça, je vous le garantis. On en parlera. Allez, ciao, ciao. Merci.